quel est le point commun principal entre tous les gens qui ont très très bien réussi dans le business, slash qui sont millionnaires et tout ça? Genre pour vous, c'est quoi le truc ou les trucs qu'ils ont en commun? Vas-y, Anto. Bah, ils ont la pattern. Tu vois, le fait d'aller voir Super U en leur disant oui, mais moi j'ai déjà un contrat avec Leclerc, c'est sale, mais enfin, je sais pas, tu vois, ça me choque limite moins dans l'idée que d'aller, tu vois, sur Twitter dire que tu gagnes 50 000 balles par mois en bronzant sous les cocotiers, je ne sais où. Enfin, tu vois, il y a un truc qui vraiment m'emmerde dans le côté B2C sur le fake it until you make it. Pourquoi pour vous, il y a un tabou de l'argent en France et un peu plus large, on va dire en Europe, je pense, comparé à beaucoup d'autres pays? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizards Podcast. Aujourd'hui, comme d'habitude, je me retrouve avec Franck et Anto. Salut les gars. Hello. Salut. Comment allez-vous? Je vais Écoute, essayer de vous tout va cringer bien. un maximum. Ça. Moi, je suis content de voir Anto avec son petit pull tribord, donc ça me va. Il est stylé en vrai. Il est stylé. Alors pour info, nous ça fait bon, même si vous avez eu des épisodes toutes les semaines, vous qui nous écoutez, avec les Wizards, on est ça fait un moment qu'on n'a pas tourné ensemble parce qu'on avait au moins 4 épisodes d'avance, si je dis pas de bêtises, on avait Ouais, un c'est mois ça. d'avance pour la simple et bonne raison qu'avec Anto, on revient de Thaïlande où on était au Chiang Mai SEO. Donc qui était très chouette. Avant de rentrer dans cet épisode de podcast, on va être sur un podcast qui est devenu assez classique finalement dans nos formats. Vous avez l'air de les apprécier, donc comme d'habitude, on vous invite à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne YouTube et à laisser les petites étoiles sur Spotify. On vous dit dès le début, pardon. Dernière petite chose avant de rentrer dans le vif du sujet. Pour tous les fidèles des Wizards, vous le savez, on a un event en réel sur Lyon le 31 janvier 2024. Donc ça se rapproche quand même à grands pas. Donc là, on est très content de vous annoncer qu'on a booké, on a vendu les 100 places, notre objectif de 100 places. Donc ça y est, merci à tous pour votre confiance. On a hâte de vous retrouver le jour J. Et on a décidé, du coup, parce que vous êtes nombreux à nous avoir, j'arrive pas à parler, à nous avoir contactés pour demander s'il restait de la place justement. On a rajouté 20 places, pas une de plus. Donc n'hésitez pas si jamais vous souhaitez participer à l'event. On tient quand même à vous le dire aussi, on sait que de manière assez traditionnelle sur ce type d'événement, les places sont vendues au dernier moment. On vous le dit dès maintenant, il n'y aura pas de dernier moment pour le Wizards Event, dans le sens où les places se vendent relativement bien en réalité, et si on a déjà vendu les 100 premières, on est assez persuadé que quand vous allez vous dire « Ah bah en fait j'irai bien le 15 janvier », ça sera sans doute trop tard. Voilà. Donc, Ouais, et juste petite précision, ça c'est parce qu'on a une limite dans la place de la salle qu'on a bookée, oui, bien en sûr. fait. Donc du coup, voilà. Et du coup, on peut passer dans cet épisode en sachant que moi j'ai peur. Je sais pas si Anto a peur, mais moi j'ai peur parce que Ouais. Franck, pendant qu'on était en Thaïlande, justement, il a noté plein de questions. Et voilà. Donc on va te laisser commencer, Franck. Ouais, non, mais je vais y aller tranquille, hein. Je pense je voulais vous poser une question bise directe, mais en fait, je vais poser une question un peu plus généraliste. Et la question que je voulais vous poser, c'est de votre point de vue, quel est le point commun principal entre tous les gens qui ont très très bien réussi dans le business, slash qui sont millionnaires et tout ça? Genre pour vous, c'est quoi le truc ou les trucs qu'ils ont en commun? Vas-y, Anto. Bah, ils ont la pattern. C'est tout. Explique-nous ce que c'est Explique que la tu veux, pattern. le pattern, mais... La pattern, quoi? C'est compliqué à expliquer. La pattern, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est des mecs acharnés qui, une fois qui ont une passion, ils vont faire le tour de la passion de fond en comble, tu vois. Enfin, ils sont intéressés par un sujet, ils vont connaître tout le sujet par cœur. Et je pense que c'est Ouais, et quand l'une tu des dis ça, c'est qualités. pas forcément que bise. C'est genre, t'as Ah non, quelqu'un non, qui ouais, est c'est en passionné général. de pêche au harpon, il va Voilà. regarder 300 Même pas trucs là-dessus. spécialement passionné, tu vois, il va avoir une vidéo, parce que je sais que c'est un peu ton cas aussi, Franck, et moi aussi, mais ça nous intéresse, après on va regarder 500 vidéos sur le truc, alors qu'en soi, on s'en bat un peu les couilles, tu vois. Enfin, on pourrait en regarder une seule, ça suffirait. Mais il y a cette envie d'apprendre tout le sujet par cœur, quoi. Ouais. C'est plus qu'une envie, des fois c'est même un peu obsessionnel. Ouais, c'est Ouais, ça. je pense qu'il y Et, a ça. et moi, je sais pas si c'était votre cas, ça se trouve, c'est pas le cas, mais moi, par exemple, je sais que plus jeune,
je faisais vraiment, d'un coup, je fixais sur un truc et on disait que je faisais une fixette ou c'était obsessionnel, quoi. Je ne pensais qu'à un truc. Soit c'était un truc qui me fallait, qui me faisait envie, soit c'était un sujet particulier sur lequel j'allais justement creuser de fond en comble le truc. Mais ça m'arrivait déjà personnellement assez jeune. Et donc moi, je te rejoins là-dessus, Anto. Ce que je rajouterais, c'est déjà, il y a plusieurs types, à mon sens, d'entrepreneurs, entre guillemets, ou de gens qui réussissent sur Internet. Il y a ce qu'on va appeler les solopreneurs, dont on est un peu on a ce profil-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est vraiment comment arriver à optimiser son temps dans sa chambre, presque. C'est ce cliché-là, en tout cas, au départ, on commence tous comme ça. Et comment est-ce qu'on va réussir à construire un truc qui est rentable, et comment est-ce qu'on peut pousser le bouchon de cette manière-là. Donc là, il y a un peu ce côté obsessionnel qui revient, mais c'est assez différent finalement d'un profil d'entrepreneur. Je pense notamment à Mickaël qu'on a reçu dans le dernier podcast, qui souvent aussi sont des gens qui ont fait des écoles. Je pense aussi à Xavier, alors même si lui pour le coup il n'a pas le profil école, mais des gens qui ont entrepris, mais à l'extérieur du web, ce qui Ouais, ça n'a rien à voir. ce qui donne des armes différentes en fait. C'est-à-dire que quand on a connu, même si loin de moi l'idée de dire que le web c'est simple, mais quand on a connu, nous, une certaine forme de simplicité dans ce qu'on fait sur Internet, dans la manière dont on va aller chercher l'oseille, etc., en fait, très vite, je pense que assez naturellement, on se dit, OK, pourquoi je ferais ça alors que je peux aller là? Et en fait, alors qu'il y a des opportunités, même au sein du web, qui méritent sans doute d'être un peu plus creusées. Et tout ça pour dire que même si ça répond pas trop à ta question, Franck, c'est des profils qui sont en tout cas assez différents et à mon avis en partie à cause de ce fossé entre le réel et le web en termes d'entrepreneuriat. Et ouais, au-delà de l'obsession, bah, je pense que c'est des travailleurs, des passionnés aussi. En vrai, moi je pense qu'il y a quand même de ça, hein. Sans la passion, personnellement, je pense pas que je serais là, même si on en avait déjà parlé dans un podcast où Franck, tu disais notamment que le leitmotiv, ça pouvait juste être l'argent pour certaines personnes. Moi, je sais que j'ai besoin vraiment de m'intéresser à ce que je fais pour pouvoir le faire, quoi. Sinon, ça me gonfle vite. Donc, la passion, le travail. Et voilà. Prise de En risque. vrai, là, oui, la prise de risque, c'est clair que c'est pas un truc qui est forcément donné à tout le monde, mais c'est méga important. Ok. Moi, Voilà. je rajouterais un truc parce que j'avais aussi alors, il y a pas mal de trucs sur lesquels, enfin, je suis d'accord complètement avec vous. Il y a un point sur lequel je voulais forcer, c'était sur le temps de travail. Et en fait, je pense vraiment, moi en tout cas, de tous ceux que j'ai écoutés, tout ça, à part une très très petite minorité qui disent qu'ils arrivent à gagner par exemple le million par année, et qui disent et ça me prend 2 heures par jour. C'est extrêmement rare en fait, et même si je pense que ça peut être un objectif pour beaucoup, dont moi par exemple, sans aller chercher le million par année, mais moi je peux très bien vivre avec quelques milliers d'euros par mois, mais un de mes objectifs pendant très longtemps, et ça varie au fil du temps, mais c'était de travailler le moins possible, et tout en gagnant le plus possible. Mais je me mets pas du tout au niveau des mecs qui sont multimillionnaires ou qui ont des boîtes de zinzin et tout. Je pense vraiment que ceux qui ont des très très grosses boîtes, des très grosses réussites, on va dire, en fait, tu as un minimum de temps de travail à mettre par jour, je pense, pour de vrai. Tout simplement parce que c'est pas, enfin, tu es obligé de travailler pour construire. Et même si tu arrives à beaucoup déléguer en mode la semaine de 4 heures, la réalité, c'est que quand tu fais ça, tu as quand même ton bis qui te file un peu entre les doigts, je trouve. Et que quand toi, t'es pas là pour vraiment surveiller fortement le truc, c'est complexe. Et en fait, j'ai écouté pas mal de podcasts récemment de Le Déclic et de Sans Permission et tout ça. Et je trouve que c'est un peu le pattern qui revient entre chaque intervenant. C'est toujours, ils disent, ah bah moi, quand j'ai lancé tel truc qui a rapporté tant, bah en vrai, pendant 3 ans, j'avais pas de week-end. Et juste, ils ont bourriné. Et au bout d'un moment, quand ils ont atteint leur objectif, bah là, ils commencent à vivre un peu la Dolce Vita, si on peut dire ça comme ça, et être vraiment plus tranquille. Ce qui peut être très très dangereux dans l'édition de site. Parce que ça, on Oui, en c'est parle possible. souvent entre nous, mais le côté où tu bosses très très fort, ton site commence à péter, et dès que ça commence à péter, tu relâches un peu parce que tu dis, bah ça y est, je rank.
Tu vois, par exemple, où j'ai des revenus passifs, j'ai machin, et c'est justement ce moment-là où, même si intuitivement, je pense qu'on est tous bien placés aussi pour avoir vécu ça à certains moments de nos vies d'entrepreneurs respectifs, mais justement, quand on arrive à ce stade où ça monte, tu te dis, bon, bah, tranquille. Et enfin, plus tranquille, parce que du coup, ça tombe, du coup, il y a ce côté un peu passif qui finalement est relativement fictif. Et la réalité, c'est que si tu veux vraiment snowball ou si tu veux vraiment conserver le niveau de revenu, par exemple, que tu génères, tu es obligé de continuer de travailler, même si tu vas pas peut-être bosser tous tes week-ends, toute ta vie, mais tu es obligé quand même de donner enfin, de bosser vraiment sur ton projet, quoi. Ou alors de déléguer pour qu'il y ait des gens qui bossent et qui bossent bien sur ton projet. Ouais. Mais ouais. Du coup, il y avait ça, le temps de travail, et pour le coup, un autre que là, j'ai remarqué pas mal en écoutant pas mal de trucs au final, c'est le fait de focus un projet et de le bourriner. Mm. Et en fait, la plupart, là, c'est le truc que moi, j'étais assez du genre à vouloir mettre un peu de billes dans plein de trucs, ce qui est cool, parce que tu as une diversité dans tes journées, tu bosses sur différents sujets, tu as une espèce de pseudo-sécurité où tu te dis, T'as pas s'il un y en a all-in. un qui tombe, ouais, c'est ça, t'as pas un all-in. Et en fait, là, pareil, ceux que j'ai écoutés, j'ai l'impression qu'ils ont tous fait all-in et juste qu'ils rotate de projet en projet quand ils sont arrivés au bout d'un all-in. Et il y a un côté, il y a un peu ce que vous disiez avec la prise de risque et peut-être un peu ce côté gamble où les mecs se disent pendant 1 ou 2 ans ou 3, genre, je bosse comme un acharné sur mon projet et à la fin, Ça pète ou ça pète pas, mais ça. ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu le truc. Et je pense que c'est ça qui fait Bah, la la grosse différence, je différence. pense, elle est là. Elle est là. Ouais. Et ça, c'est parce que j'ai écouté une des interviews d'un mec, je sais plus combien, il a monté une espèce d'agence, je sais plus si c'est peut-être sur le déclic, qui fait, je sais plus, 200 millions à l'année ou un truc comme ça. Alors encore une fois, c'est du CA, mais bon, ça veut quand même dire que ça tourne plutôt pas mal. Et le mec, juste à un moment, il a fait un espèce de all-in là-dessus. Il avait un bon réseau pour ça et il a foncé quoi. Et il a fait beaucoup de. Au début, franchement, un peu border les trucs qu'il a fait parce qu'il allait voir des clients pour essayer de faire des devis avec eux. Il leur disait: ah oui, je bosse déjà avec, je sais pas, je donnais des noms au hasard parce que je crois pas du tout que c'était ça, mais imaginons qu'il va bosser pour une grosse enseigne de supermarché qui est très connue et qui va voir une autre grosse enseigne de supermarché. Bah, il va dire: ah bah je bosse déjà avec l'enseigne A, franchement ça marche bien et tout. Du coup, la B, elle voulait signer avec eux alors qu'il n'avait pas du tout le contrat avec la A. Et ensuite, je suppose qu'il allait faire l'inverse, sauf qu'il avait vraiment déjà le contrat avec l'autre. En fait, il a beaucoup de faits de fake comme ça, mais au début, apparemment, ça l'a vraiment propulsé. Fake it until you make it. Ouais, bah ouais, c'est ça. Moi, je suis pas un grand fan de ce genre de trucs, en général. Ben ouais. Faut pas te faire Le choper. Je problème, trouve vraiment que en si tu te fait, fais ouais. choper, tu t'es vraiment auto-défoncé, quoi. Tant que ça passe, c'est cool. Si ça passe pas, franchement. Le problème de ça, c'est qu'en B2C, je trouve que c'est vraiment crade, tu vois. En B2B, tu vois, le fait d'aller voir Super U en leur disant oui, mais moi j'ai déjà un contrat avec Leclerc, c'est sale, mais enfin, je sais pas, tu vois, ça me choque limite moins dans l'idée que d'aller, tu vois, sur Twitter dire que tu gagnes 50 000 balles par mois en bronzant sous les cocotiers. Je ne sais où. Enfin, tu vois, il y a un truc qui vraiment m'emmerde dans le côté B2C sur le fake it until you make it, parce que ça se trouve, le mec, il va vendre de l'infoproduit, je sais pas quoi, il va atteindre ses 50K mois, mais c'était en faisant croire à tout le monde qu'il les faisait, alors que c'était pas le cas. Même si là, je pense que tout le monde commence à comprendre qu'il y a beaucoup de mythos, Ouais. mais c'est un peu ouais, le risque. Pour autant, ça a pas l'air d'en arrêter beaucoup, parce que là, sur Twitter, j'en ai vu un, je pense que ça vous parle, le sorcier de la com. Mm. Enfin, le sorcier, celui qui fait que des trucs, genre lancer des formations, enfin, lancer des produits multilangues ou qu'importe, et des comptes Twitter pour les propulser. Et ça, c'est son truc. Et lui, je pense qu'il a très bien fait, il a très bien fait son truc. Et il y a un mec qui a repris exactement le même concept, qui copie-colle ses emails. Ça, j'ai halluciné l'autre fois, parce que j'étais abonné aux deux, qui a fait un copier-coller, aller à 90% d'un email que le sorcier a envoyé. Et juste après, l'autre a envoyé le même email avec 3 modifs. Et je pense qu'il a aussi fait des ventes. En fait, c'est sans respect, quoi. Ouais, bah en fait, le gars qui copie en question, là, je vois très bien de qui tu parles.
Il J'ai pas avait, son nom en tête. moi non plus, en vrai on s'en fout un peu, mais c'est en gros, il annonce gagner 20 000 balles par mois sur Twitter. Il y a un mec qui a fait un trade en montrant par A plus B que c'était un mytho et qu'en plus de ça, il copiait justement le sorcier de l'e-com là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, le même mec qui avait fait ce fameux trade a dit en fait, j'ai les preuves, il gagne vraiment 20 000 balles par mois. Donc c'est-à-dire que juste en pompant complètement de manière trop sale le sorcier, il fait quand même ses 20K mois, tu vois. C'est ignoble. Faut pas avoir de race, mais comme quoi ça marche, quoi. Ouais, c'est business pour pigeons, de toute façon. C'est tout. Hein. Mais Bah, je pense business qui peut marcher. Hein. Ouais, mais c'est ça. Le problème, c'est que la La réalité, preuve. c'est que les gens sont des putains de pigeons. Ouais, mais dans ces cas-là, il faut faire du business exprès pour eux. Enfin, ils ont raison en vrai de faire ça. S'il y a des castos pour acheter, en vrai, qui profitent. C'est l'économie d'Internet, comme tu dis. Hein. Voilà. Ouais. Ouais, c'est un peu triste, mais bon, je pense que c'est tellement tout le temps cette recherche de l'argent facile et instantané ou de la méthode, quoi, de la méthode facile. Mais bon, encore une fois, je me demande le pourcentage pour qui ça marche vraiment, mais s'il y en a pour qui ça marche, tant mieux. Hein. Mm. De toute façon, on connaît, qu'importe la formation, t'as déjà 90% des gens qui vont rien faire. Donc, Et oui, à votre tour de poser des questions qui fâchent. Anto, vas-y, l'honneur à toi. Alors, est-il plus simple de lancer un business à deux ou tout seul? Je pense que t'as pas forcément les mêmes objectifs. Parce que je pense que tout seul, tu as de la prise de décision plus rapide. Tu fais vraiment le truc que tu veux et tout ça. Par contre, je pense que tu as des limites où tu vas bloquer. Et soit tu as un très bon réseau et tu peux demander à tes potes de l'aide quand tu bloques. Mais je pense par contre, quand tu lances à deux, tu as une vraie. À deux ou à plus d'ailleurs, parce que nous, je vois très bien à Malte comment ça s'est passé. Tu as des vrais. Tu as une vraie émulsion de groupe en fait, et t'as tout le monde des moments on se mettait en mode brainstorm et on allait faire on allait réfléchir au projet vraiment de façon très poussée, ou quand on avait une problématique, on réfléchissait en groupe à une solution et tout allait soit plus vite, soit en tout cas ça te permettait d'ouvrir ton esprit et peut-être trouver des solutions que tu n'aurais jamais pu trouver tout seul. Donc en fait, je pense que c'est vraiment en fonction des objectifs que tu as. Le tout seul, ça te permet en général enfin, quand tu sais faire du biz, de gagner correctement ta vie et d'avoir zéro prise de tête globalement, parce que tu ne rends des comptes qu'à toi-même. Par contre, quand tu es à plusieurs, je pense que tu peux vraiment aller plus haut. Ouais, je suis assez d'accord. C'est en effet deux choses très différentes de se lancer seul et de se lancer en équipe. Je pense que c'est propre à chacun aussi. Il y a des gens qui vont vraiment préférer bosser solo. Et je pense que dans 80% des cas, il vaut mieux être solo que de s'associer. Dans la mesure où moi, personnellement, j'ai tendance à m'associer et c'est quelque chose enfin, j'ai besoin de partager ce que je fais, j'ai besoin de partager mes réussites, mes échecs, d'avancer en groupe, d'avoir cette espèce d'esprit d'équipe et tout. C'est un truc qui m'a toujours, depuis très très longtemps, hein. Ça a commencé, mon premier biz ever, j'ai proposé à un pote à moi de m'associer, tu vois. Alors, mais tu sais, c'était vraiment m'associer pour m'associer en plus. Enfin voilà. Et je pense qu'avec ça, pour le coup, c'est un truc, il faut faire gaffe de ne pas s'associer n'importe comment et avec n'importe qui. Il faut être sûr d'avoir des gens qui sont parfaitement alignés avec tes objectifs, avec tes valeurs. Et je suis assez persuadé qu'il y a énormément de gens qui s'associent et qui, en fait, feraient mieux de ne pas le faire. Mais parallèlement, je pense que si tu as la bonne association, ça peut être un moteur de fou furieux. Et en effet, je rejoins complètement Franck. T'as le côté... Après, il y a aussi un point qui rentre dans l'équation, à mon sens. C'est encore une fois, il y a différents types d'associations. C'est est-ce que tu t'associes sur un... Genre, tu vas rentrer sur un side business, par exemple, tu investis de l'argent, et donc, c'est encore une fois, tu as plein de focus différents, tu as plein de business différents et tu as des associés un peu partout. Ou alors, est-ce que tu as un main focus? Nous, c'est le cas par exemple avec i5, où tu as des associés et pendant 4, 5 ans ou 10, 20, 30 ans, peu importe, ton focus,
Tout est associé, c'est la même direction, il n'y a pas de truc à côté. Et ça, encore une fois, on rejoint la discussion qu'on a eue au tout début avec Franck, où franchement, le nerf de la guerre, c'est le focus. Et surtout, faites ce que je dis, pas ce que je fais, parce que les gens qui écoutent le podcast le savent, c'est un de mes gros problèmes, j'en ai encore beaucoup parlé. Que 12 projets en parallèle, donc ça va. Ouais, non, mais là, il faut que je cut, quoi, fort. Mais justement, en fait, ce focus, même quand tu bosses avec plusieurs associés, il est toujours essentiel, en fait. Parce que voilà. Donc, pour répondre à ta question, plus simple d'être à plusieurs, oui. Ça peut vite être la merde, je pense. Alors, je précise, hein, quand je dis que ça peut vite être la merde, je pense pas du tout à notre association précédente avec High Five, Franck et nos 2 autres associés qui, pour le coup, en tout cas, à mon sens, c'est parfaitement passé. Mais je pense que ça peut vite déraper sur un truc dégueulasse où tu te retrouves stuck là où t'as pas envie d'être. Et on en parlait encore une fois dans le dernier podcast qui est super intéressant avec Mickaël, qui nous expliquait ça en détail, qui nous expliquait comment sécuriser ça. Voilà. Donc, et je pense aussi, dernier point, que c'est très important de s'associer avec des gens qui ont une vraie compétence. En gros, c'est pas s'associer avec un pote, c'est s'associer avec des gens qui ont des compétences complémentaires. C'est-à-dire que typiquement, quelqu'un qui demain veut monter un gros projet en SEO, par exemple, qui s'associe avec un autre SEO qui a à peu près le même niveau, etc., je suis pas sûr de l'intérêt du truc, en réalité. S'il y a vraiment des compétences différentes entre les 2 associés et que, je sais pas, moi, il y en a un qui a un profil très très technique, l'autre pas du tout, là, ça peut avoir un intérêt. Mais encore une fois, on fait souvent l'erreur, typiquement quand on s'associe sur un projet, je sais pas moi, on a tendance, exemple, Jean-Michel monte un SaaS, Jean-Michel ne sait pas développer, et il se dit, bah tiens, je vais m'associer avec un développeur. Boum, il donne 50% de son idée à son développeur, il s'associe sur un SaaS, alors que la réalité, c'est que dans la vraie vie, si Jean-Michel a un peu d'argent, il vaut largement mieux prendre quelqu'un qui développe le truc et garder 100% du biz. En fait, il y a toutes ces notions-là qui rentrent en jeu, et je pense que l'association, quoi qu'il arrive, il ne faut jamais la prendre à la légère, il faut bien y réfléchir, bien discuter avec ses associés au préalable. Comme si tu te maries avec ton associé, Ouais. hein. Ouais. Enfin, concrètement. Donc, franchement, je pense qu'on pourra en faire un podcast dédié, tellement c'est un sujet... Il n'y a pas vraiment de réponse, en fait. Parce que toi, t'en penses quoi, Anto? Bah, j'ai pas de réponse, en fait. J'en pense un peu comme vous. Ouais. Je pense que c'est très bien, mais ça peut être très mauvais non plus. Enfin, très mauvais aussi. Donc, c'est le côté gamble du truc aussi, hein, où il faut vraiment trouver la personne où tu te dis avec lui, l'association se passerait vraiment parfaitement bien. Surtout, en fait, à limite, je trouve que quand tu t'associes et que à limite que tu es un peu 2 débutants, par exemple, du web, ou les 2 personnes qui ouais, c'est déjà veulent se différent, parce que lancer. tu peux apprendre ensemble et tout. Ouais, c'est ça. T'as ça, et ça, c'est grave intéressant, je pense. Ouais. Par contre, quand tu es déjà bien avancé, tu te demandes toujours si tu vas pas un peu te tirer une balle dans le pied. Et c'est très complexe, hein. Typiquement, ça, je pense qu'il y a... En commentaire, je pense qu'il y en a qui pourront peut-être nous donner. Je vais rebondir dessus, vas-y, on pose une autre rapide. Et dans le cas où tu montes seul et tu fais rentrer des gens par la suite, comment tu fais? Bah, pour moi, par contre, tu vois, typiquement, tu as quelqu'un qui rentre par la suite, il y a peu de chances qu'ils prennent des parts. Pour moi, c'est comme une entrée au capital. Enfin, je suis pas un expert du tout du truc des mondes des startups et tout ça, mais si tu as déjà un biz qui est lancé et tu as quelqu'un qui rentre, certes, pour qu'il ait un peu de motivation, il peut prendre des parts, ce qui est tout à fait normal, mais ce sera jamais un 50-50 en fait. Ah non, jamais de la vie. Ah oui, c'est sûr. Parce Bah, que normal, c'est il est pas là toi, du début. qui a fait. Bah ouais, c'est ça, t'as fait le gamble d'essayer de lancer un truc. Ça marche. Si ça marche, tu vois, quelqu'un qui rentre, je pense qu'il prend un peu de part. Moi, comment je ferais? Imaginons demain, je lance un énorme site dating sur 5 pays européens en simultané, par exemple. Le site, je travaille dessus comme un malade, c'est mon main focus, machin. Au bout de 2 ans, le site marche très très bien et je sais qu'il faut que j'embauche quelqu'un ou que je fasse rentrer quelqu'un au capital ou qu'en tout cas, il y ait quelqu'un qui vienne pour s'occuper
je dis ça comme ça, de la partie par exemple management des futures équipes pour pouvoir gérer tout le bail. Moi, ce que je ferais à ce moment-là, c'est que cette personne-là, je la paye bien. Et ce que je fais, c'est donc, évidemment, je la paye bien à travers un salaire. Et je vais éventuellement faire un espèce de plan qui, sur 5 ans, par exemple, lui déverrouille 2% par exemple par an si les objectifs sont atteints, en fonction de certaines clauses, et qui va maximum à, je sais pas moi, 10%, tu vois. Mais je pense qu'encore une fois, l'erreur, c'est vraiment de donner ses parts sans... Voilà, faut faire gaffe, quoi. Après, dans tous les cas, au final, quelqu'un qui rentre après, en effet, ça peut être juste un employé, mais ça peut être un employé plus, que Ouais. tu vas bien payer exactement comme tu dis, à qui tu peux donner de l'equity, donc des parts de la boîte, et à qui surtout tu peux aussi mettre des incentives sur le chiffre d'affaires ou sur le business qui est ramené, ou qu'importe, en fonction de la tâche que la personne fait. Si elle est juste au RH, ça peut être, je sais pas, sur un bon recrutement de quelqu'un qui va rester ou qui apporte vraiment un truc, bah, de lâcher à chaque fois des sous. De toute façon, on le sait que ça fonctionne comme ça et c'est normal d'ailleurs, je trouve. Le problème, c'est que les bons éléments vont se faire chasser. C'est toujours pareil. Si jamais tu as quelqu'un qui est pas assez... Enfin, même si tu as beau le mettre très très bien, je pense notamment à certaines thématiques qui sont ultra juteuses, on le sait tout. On va voir des boîtes à Malte, par exemple, qui font du CAS, qui ont des gens très compétents. Demain, ces personnes compétentes, ça se sait quand elles sont compétentes, elles vont se faire chasser par une autre boîte. Enfin, il y a un moment où il y a tellement d'oseille Après, que... aligné aussi, tu vois. Genre, t'es une grosse boîte à Malte, du coup, de gambling, je suppose. Si tu sais que tu as un de tes employés qui se fait chasser, en général, je sais pas comment ça marche la plupart du temps, mais je sais qu'il y en a beaucoup. Enfin, moi, j'ai des potes qui négocient comme ça leur salaire. Hein. Ils vont se faire recruter dans d'autres boîtes. Et je vois après, ce que ils tu veux dire. Juste maintenant, imagine, on est à Malte avec notre ancienne boîte et on vient chasser un élément ultra clé dans notre boîte et on peut pas s'aligner avec un Catena Media, par exemple, avec une énorme boîte qui arrive de l'extérieur, juste en mode, bon, bah... RIP, quoi. Enfin, tu vois, il y a la deuxième problématique, c'est que tu peux t'aligner peut-être au niveau du salaire, mais peut-être que les enjeux seront moins intéressants pour le mec aussi, tu vois, en termes de... Parce qu'on prend le cas de celui qu'on connaît, alors, tu vois. C'est pas une question de salaire, c'est plus une question d'ambition du projet en soi, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que c'est très compliqué, de toute façon. Ouais, c'est compliqué. De toute façon, les problématiques de recrutement comme ça, d'association, c'est déjà une problématique. Recrutement, c'est une autre problématique à laquelle nous, on n'est même pas vraiment très confrontés. Et tant mieux, d'ailleurs. C'est d'ailleurs une question que je vous poserai un de ces quatre. Mais franchement, de toute façon, on le voit, on en connaît des entrepreneurs, on en connaît qui ont des employés, on voit ce qui se passe, quoi. C'est rarement folichon. Hein. En France, oui. Enfin, faut préciser aussi. Hein, oui, en France, ouais. Non, mais je suis désolé, hein, mais en France, tu te fais tellement matraquer la gueule que tout est plus compliqué aussi hein, de ce côté-là. Donc... Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Petite question suivante. Ouais. Alors, moi, c'est une question plus basée sur l'affiliation. On le sait aujourd'hui, il y a le modèle ce qu'on appelle le revenu share. Donc, le rev share, c'est le fait pour tous les néophytes en affiliation, quand on vend, par exemple, le SaaS de quelqu'un d'autre, s'il y a un inscrit sur le SaaS, il va avoir, par exemple, 30%, l'affilié récupère 30% de tout ce que va dépenser la personne qui l'a apporté sur le SaaS pendant 12, 24 mois, à vie, enfin voilà. Ces revenus chers sont-ils indispensables pour vous dans votre stratégie de monétisation ou pas? En affiliation? Ouais. Bah, à l'heure d'aujourd'hui, ouais. Moi, je vais chercher du rev share. Tout le temps? Ouais. Sauf si j'arrive à avoir des gros deals CPA. Mais voilà. Donc pour toi, c'est mandatory. Et pour toi, Franck? Pour moi, c'était mandatory jusqu'à il y a peu. Et là, je suis en train de... Après, je dis ça, mais j'en fais pas. Donc... moi, j'en ai fait. Alors, tiens, en plus, c'est vrai. Je me disais, ok, je suis pas au courant de tout, au final.
Non, je refais. En fait, j'aimerais bien tester, parce que je pense que c'est où. En fait, c'est ça. Je pense que ça te comble des. Parce que Franck, toi qui as perdu tes sites, ça te maintient quand même à un certain niveau. Ouais, alors justement, c'est pour ça qu'on va en parler. Parce Ah, que retour d'expérience rêve cher. Et ah, de la quenelle que tu peux te prendre, hein, c'est sacré douille quand on a qui veulent. Euh, Concrètement, c'est cool tant que tout fonctionne plutôt bien, tant que tu as un rythme assez régulier d'acquisition et tout. Parce qu'en effet, tu as des sous qui rentrent en perpétuel et du coup, ça monte et tu sens qu'il y en a qui rachètent des produits et tout. Moi, c'est sur des produits on va dire de santé ou sur lequel j'avais beaucoup de rêves chers. Mais en fait, déjà, c'est pas éternel. Et à côté de ça, j'avais souvent le choix entre des deals à 10-15% en rêve cher ou des CPA, des CPA sur le montant des paniers à entre 30%, on va dire minimum. 30, max 40% par exemple. Donc des plutôt beaux deals. J'ai toujours privilégié le rêve cher. Et en fait, là, j'ai eu une baisse sur mes sites et j'en ai qui se sont vraiment fait déglinguer très très fort. Et en fait, le rêve cher, il m'a sauvé, allez, 6 mois. Pendant Ok. 6 mois, j'avais une vraie stabilité. Et après, ça a fait vraiment descente, mais genre à grand coup de diviser par 2 ou 3 par mois. À tel point que j'avais un truc où j'avais par exemple du rêve cher à plus de 2 000 € par mois, où je savais que ça tenait. Et en fait, là, 6 mois après, je dois être à 300 € par mois. Donc en fait, tout le temps que j'ai bossé avec eux, et je leur ai vraiment amené des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Bah, en rêve share à 10-15%, c'était cool, mais en vrai, si j'avais pris du 30 ou 40% CPA, je pense que là, j'aurais gagné plus sur le montant global. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que j'avais 2 partenariats rêve share que j'avais, sauf que c'est du rêve share en fait où soit tu le fais très proprement et tu signes des contrats et tout, sauf que nous, les affiliés, je pense que 90% d'entre nous, on est à la ZUB, on est inscrit sur les plateformes d'affiliation. C'est marqué que quand tu coches la case comme quoi tu es affilié, bah, tu as un pseudo-contrat qui dit que toi, tu dois pas dénigrer la marque et que l'autre en face, il s'engage à te payer. Et en fait, là, par exemple, j'ai une marque où je devais être à plus de 1 000 € de rev share par mois, qui du jour au lendemain s'est fait racheter. Et ils ont dit, ah bah nous, notre contrat rev share, on arrête parce que le nouveau CEO, il veut plus faire ça. Sauf que, enfin, notre contrat, notre fonctionnement rev share. Donc moi, ça fait 4 ans que je leur ramène des leads. 4 ans qu'il y a des gens qui viennent parce que moi, je vois le rev share et je trouve ça intéressant. Et en fait, là, du jour au lendemain, cut, le rev share. Fini. Et ben là, je me sens bien, bien roulé et full ghosté par le. En fait, ils se sont fait racheter et je pense que l'équipe qui était là en place, ils ont dû se faire dégager, je pense. Et mon contact, full ghost, plus aucune nouvelle. Donc un peu la douille parce que pareil, depuis le temps et surtout période Covid, je les ai ultra mis en avant et ça commandait à bloc parce que les gens pouvaient pas aller acheter dehors, dans les boutiques et bah, c'est grosse douille quoi. Vraiment là, c'est abusé. Donc voilà et honnêtement, à refaire, je pense que je remets tout avec des très gros CPA et en fait, le rêve share, pas si convaincu que ça. Après 4 ans de rev share, après même plus, parce qu'à Malte, on avait du rev share sur la partie betting. Mais il y a peut-être des exceptions. Typiquement, peut-être que la bonne solution, c'est les trucs où tu as un mix de rev share et de CPA. Et ça peut être assez cool. Qui se négocie en général quand tu fais déjà pas mal de sous. Sauf que moi, dans mon domaine, ça se faisait pas en fait. C'était soit l'un, soit l'autre. hmm. Et j'ai préféré le rev share et au final. Ça me gonfle un peu parce que je me dis que j'aurais gagné 2 à 3 fois plus de CA pendant 4 ans et que ce que j'espérais au cas où j'avais un problème, parce qu'en fait, à la base, le rev share, je l'avais pris en me disant si un jour mes sites, on le sait, ils peuvent potentiellement tomber, bah pas de souci, pendant 2-3 ans, peut-être que j'ai 2-3 000 balles qui tombent non-stop grâce au rev share. Et en fait, pas du tout, mais pas du tout. Entre ceux qui se barrent et qui te disent bah, désolé, c'est fini et t'as pas de contrat pour valider ça.
Il y en a quand même 2 chez qui c'est arrivé et un où bah, concrètement, j'ai pas l'impression que ça commande beaucoup sur le long terme. Au final, des gros CPA auraient été bien mieux. Parce que t'as ceux qui se barrent et t'es au courant, le mec qui te ghost, t'es bien au courant que t'es en train de te faire niquer, puis t'as ceux qui te shave doucement aussi, j'imagine. Bah, c'est possible. Honnêtement, je me pose la question. Je sais pas trop. T'as peut-être ceux qui te shave, t'as peut-être ceux qui, au bout de. Et c'est pas annoncé, mais en fait, peut-être qu'au bout de 1 ou 2 ans, bon, l'affilié, il est plus vraiment à toi. Ouais, tu vois, là, je suis en train de. Je suis sur un dashboard. Tac, total des. C'est genre là, je suis sur un dashboard, j'ai dû leur envoyer plus de 500 000 euros de CA. Donc, ouais, ça commence à faire. Bah, même plus en fait, parce que. Mais bref. J'ai envoyé 500 000 euros de CA en 2 ans et demi, je pense. Là, en RevShare ce mois-ci, ça me fait 500 euros. Si j'avais eu un deal CPA à 30 ou 40%, avant d'amortir mes 500 euros par mois que je me tapais de RevShare, Ouais, c'est sûr. faut y aller. Hein. Voilà, c'est vraiment. Enfin, c'est un peu deg, quoi, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Hein. Ouais. Ok. Moi, je pense que ça dépend des boîtes avec lesquelles tu travailles et que du coup, peut-être que typiquement, si tu bosses uniquement avec des gros SaaS connus, je suis pas sûr que tu te fasses trop niquer. Quoique, hein, mais Bah, voilà. honnêtement, je pense même pas. Hein. Non, je pense Tu que. penses que même Ah, dans ces bah, cas-là, moi, c'est c'est... une grosse marque connue qui vient de me mettre la Ok. douille. Donc, Bon, bah écoute, c'est intéressant d'avoir ce retour-là en tout cas. je sais que en plus de ça, même moi, j'ai un peu fait partie de ce truc du privilégier tout le temps le RevShare et tout. Et là, j'avoue que ça Mm. m'a un peu déchauffé. Et je me souviens d'une conversation sur un Discord d'un mec, bref, je sais plus je crois qu'il fait du gambling ou un truc comme ça, qui lui privilégie que le CPA et Ok. qui préfère avoir son argent qui rentre en instantané que espérer avoir plus de gains futurs. Et en fait, dans la logique, je comprends. Au début, je me disais, ouais, pas trop d'accord. Et aujourd'hui, du coup, je comprends parfaitement le truc. Et même, je trouve que tu as une meilleure gestion de ton argent. Chaque Mm. mois, tu sais combien t'encaisses, tu sais combien tu peux réinvestir. Et t'as pas ce truc. En fait, vaut mieux gagner beaucoup d'argent, et à la limite, même pour scale, vaut C'est plus mieux. simple. Bah ouais, parce qu'en fait, tu n'as aucune prévision à faire. Tu reçois ton argent, tu sais combien tu peux réinvestir. Et il n'y a pas ce côté où tu vas gagner moins, parce que du coup, les RevShares sont souvent moindres que les CPA, et te dire, ouais, mais potentiellement, si les gens ils rejouent ou s'ils rachètent ou tel truc, eh ben, je vais gagner sur la durée. Voilà, Ok. donc c'était retour d'expérience là-dessus. Peut-être pareil, s'il y en a en commentaire qui veulent nous dire eux comment ça fonctionne, ou s'il y en a qui ont déjà pris un peu des douilles comme ça, qui veulent nous expliquer. Mais en tout cas, c'est vraiment ouais, moi, un peu déchanté par rapport à ça. Ouais. Ça roule. C'est cool. Enfin, c'est cool. Pas que t'aies déchanté, mais que qu'on ait ce retour d'expérience. Qu'au final, je pensais que ça allait être la vie inverse. Et généralement, on entend encore une fois l'inverse. Donc, avoir un contre-exemple comme ça, c'est. Après, peut-être que j'ai pas eu de chance. Hein. Enfin, peut-être j'ai mal géré, peut-être que j'aurais dû signer des contrats et tout. Je sais il y a les pros de l'administratif qui vont venir et qui vont dire bah, bien sûr qu'il faut signer des contrats pour tout. Dans l'affiliation, combien il y en a qui signent vraiment des contrats sur des trucs comme ça? Ah, Hmm. honnêtement, ça me paraît. C'est ultra minime. Et une plateforme d'affiliation aura un peu toujours le dernier mot, je pense. Et du coup, tu réfléchis à ta vengeance là? Pas vraiment, parce que j'ai toujours du rêve cher, donc. Ah oui, c'est vrai. Et mais ceux qui t'ont Ouais, full par contre, niqué là, ouais, ceux qui m'ont full niqué, ouais, petite vengeance, ouais. j'en étais sûr. Toujours. Bah, je suis un vrai rageux, moi. Hein. De toute façon, tous ceux avec qui j'ai eu des problèmes, comme de par hasard, leur marque, ils se prennent des grands une étoile. Ouais, et en plus, enfin, je pousse le truc. C'est bien fait et ça peut pas être comment on dit, de la diffamation. Hmm. Parfait. À toi, Franck, pour la prochaine question. Euh, eh ben, quel est votre meilleur tips pour augmenter enfin les conversions du coup, d'une offre? Genre sur une landing page, qu'importe, landing page, ça peut être e-commerce que vous voulez, affiliation, qu'importe.
Vous avez une page, vous êtes à 2% de compte, vous voulez passer à 3%, vous faites comment? Vidéo. Moi, Ouais, pareil. c'est la vidéo, ça, c'est la vidéo depuis 10 ans, ça reste la vidéo. Ça sera la vidéo demain, je pense. En vrai, mettez des vidéos sur vos pages et voilà, hein. Tu fais du mini closing. Alors, soit tu fais, si tu vends un produit en e-com, bah, tu présentes le produit, enfin, tu mets le produit, qu'on puisse Ouais, le les gens, ils voir, lisent quoi. plus de toute façon, donc Ouais. une Et vidéo. dans infoproduits, je pense que la vidéo, je le fais pas sur tous mes infoproduits, mais je pense que c'est vraiment une bonne chose. Euh, D'ailleurs, je le glisse ici maintenant. C'est vrai qu'on n'y a pas forcément pensé à le dire au début, mais du coup, pour la formation des Wizards, on va faire des préventes pour tous ceux qui veulent faire passer notamment la formation en frais avant la fin de l'année, là. Donc ça va vite arriver en réalité. Voilà, et puis la formation en tant que telle arrive très vite, elle aussi. On va pouvoir se remettre dessus maintenant qu'on est de retour. Et voilà, et je pense que typiquement pour cette landing page de prévente, on a pensé à faire une petite vidéo. Et c'est vrai que nous, depuis, enfin, ça fait une éternité, même sur nos pages SEO monétisées et tout, il y avait des vidéos de tous les côtés. Enfin, c'était voilà. Ouais, Et et d'ailleurs, c'est des vidéos un peu, enfin, c'est des vidéos poussées parce que là, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas en mode vous faites une vidéo pour juste, je sais pas, que vous vendez une corde à sauter, c'est pas pour dire la corde à sauter, c'est bien, faites de la corde à sauter. C'est vraiment cette corde à sauter là, c'est la meilleure parce que la rotation est parfaite, elle a un poids absolument parfait, elle va vous permettre de perdre du poids et de faire tel truc, tel truc, tel truc. Et dans la vidéo, il y a aussi moyen de rajouter une offre et vraiment de forcer le truc en disant appuyez sur le bouton qui est en dessous de la vidéo. Et là, genre, c'est le combo ultime parce que les gens, faut leur dire où cliquer, quoi. Sinon, il se passe rien. j'ai un autre truc. Et là, je sais pas si Quentin t'en a parlé. Des Et gros blocs et des grosses flèches partout. non, pas les gros blocs et les grosses flèches, parce que ça, je me doute que tu es pas pour rien. Mais en gros, J'espère que t'es pas trop déçu par rapport à ça parce que moi, je suis un non, non, forceur avec ça. mais j'explique le truc, et franchement, incroyable. Pour le coup, j'ai halluciné hein, quand il m'a montré la différence, mais vous voyez, sur un site, quand tu as... bon, on va prendre l'exemple, c'est comme si on avait un espèce d'encart affiliatable, donc un espèce de tableau avec la présentation du produit et le bouton qui est inclus en bas avec un petit CTA, cliquez ici. Ouais. Je sais pas si ça vient de toi l'idée, Franck, parce que Quentin est un très bon pote de Franck aussi. Et en gros, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a rendu. À la base, il y avait juste le petit bouton, enfin le bouton dans l'encart qui était cliquable. Au lieu de mettre juste le bouton, il a rendu la box cliquable. On est passé honnêtement de 1300 clics à 3000 et quelques. Genre, ouais, c'est sûr. Moi, c'est je le fais sur les images. délirant. C'est hallucinant. Tu le fais sur les images, Anto? Ouais, parce que t'as des mecs, pareil, pour quand ils veulent zoomer et tout, je renvoie direct sur les landing page. Toutes mes images sont cliquables Ouais. landing page. De toute façon, le but, c'est de mettre le cookie, hein, après. Ouais. Et honnêtement, enfin, moi j'étais sous le choc parce que ok, tu vois, il m'aurait dit, tu penses c'est quoi qui clique? J'aurais fait, oui, bah c'est ça. Par contre, la différence entre les deux, mais c'est stratosphérique. Et même en termes de résultats derrière, enfin, t'imagines, t'as 1300 clics, le mois d'après, t'en as 3000, enfin, c'est plus la même chose, quoi. Ah ouais, clairement. Donc c'est insane. Donc Quentin, big up, grosse machine. J'avoue que ça, c'est beau move, les trucs comme ça. Moi, j'avais fait pendant un moment un petit truc, même style un peu Kanto sur les images. J'avais des images qui étaient volontairement pas hyper lisibles tant qu'on n'avait pas cliqué dessus. Et en fait, ça renvoyait sur une page où il y avait, enfin, sur la page, par exemple, d'un produit que je vendais, où il y avait le vrai tableau qui était là, très lisible. Et donc, dans tous les cas, les gens avaient vraiment le truc qu'ils voulaient, vu que c'était par exemple un tableau de trucs nutrition. Et comme ça forçait un petit peu pour ceux qui voulaient. Et en fait, j'avais plein de clics. Et surtout, vu que je traquais les conversions qui venaient de ça, je voyais qu'il y en a plein qui venaient du lien de l'image. Enfin, qui Ouais, venaient c'est sûr. Parce qu'après, les mecs, ils cliquent, ils arrivent sur la landing page du produit, ils lisent cette landing page-là et ils vont convertir, en fait. De toute façon, ton seul but, c'est que le mec, il aille sur la landing page. Hein. Ouais, c'est ça. Bon tips. Bon tips. Ouais, pour le coup. Pour ceux qui prennent les infos là et qui vont les mettre en place, bon tips, je pense. On a fait le tour de ta question. Très bien. Okay.
Anto. Anto, il t'en reste? Ouais, vu que nous, on a tous un profil un peu technique, jeux vidéo, enfin plus jeux vidéo geek, Ouais. tu vois. Est-ce que tu Jeux penses vidéo, qu'en si tu veux, technique, pas Ouais, non, mais je veux technique. dire, ouais, logique informatique, tu vois ce que je veux dire un peu? Ou Pas trop. Je veux bien, Ah je veux ouais? bien que t'es. Ah. Je pense que toi, tu l'as plus que nous, déjà. Non, attends. Si ce que tu veux dire, c'est quand quelqu'un dans ton entourage proche, dans ton cercle, t'appelle parce que son PC clignote bizarrement. Oui, je fais Oui, mais partie. tu vois, t'as quand même une culture un peu informatique, on va dire. Oui, des Et geeks, quoi. tu sais installer Windows, trucs comme ça. Mais Ah oui. je veux dire, est-ce que tu penses qu'en 2023, pour réussir sur Internet / SEO, faut avoir cette culture un peu geek informatique? Ah, c'est une bonne question, en vrai, ça. Je trouve. C'est jamais pensé à cette question, mais elle est bonne. Vas-y, Franck, si tu veux réfléchir. Ouais, moi, je pense que ça aide. Honnêtement, je pense que c'est un plus / gros plus. Pour plein de petites problématiques que tu peux avoir. Après, c'est pas ça qui va t'empêcher de faire du biz sur le web, hein. Alors, Honnêtement, tu peux être vraiment. Enfin, à partir du moment où tu as appris et compris les petites bases à avoir, c'est suffisant. C'est juste que quand tu as un peu cette, je sais pas, facilité de réflexion ou cette logique informatique ou qu'importe, il y a peut-être plein de trucs où tu vas gagner du temps. Mais c'est juste du gain de temps ou du gain de productivité. Mais ça va pas, je pense, t'empêcher de faire des choses. ouais. Je suis d'accord. Pour moi, c'est pareil. C'est un avantage, un léger avantage. Mais je pense pas que ça définisse, enfin que ça soit mandatory, parce qu'en fait, typiquement, je pense à ta copine Anto, qui je pense n'est pas comme ça, et pour moi, elle aura aucun souci à réussir dans le business. Je pense à plein de gens autour de moi, Mais t'as à ma quelqu'un dans ta copine aussi. famille, Arthur, t'as pas quelqu'un dans ta famille qui fait genre de la formation en ligne et tu savais même pas Ah, qu'il était en bah fac? ouais, bon exemple en vrai ça. Si, j'ai ma tante qui Ouais, fait de c'est la ça. formation en ligne. Elle a un mec qui lui gère absolument tout. Elle a un infoproduit qui tourne sur Facebook depuis 3 ans, qui est full rentable. Elle a monté une boîte juste pour ça. Enfin, en gros, non, t'as pas besoin. Mais je pense que oui, c'est un petit avantage. Et je pense que aujourd'hui, pour aller un peu plus loin, aujourd'hui, t'en as pas nécessairement besoin de ce truc-là. Mais je pense que les gens qui aujourd'hui ont notre expérience, notre expérience avec le web, avec le business en ligne, avec ces trucs-là, sont franchement dans la grande majorité des cas des geekos un peu comme nous, quoi. Tu vois, on a tous, je sais plus qui c'est qui tweetait ça, ça m'a fait marrer. On a tous vendu des kamas sur Dofus, fait du Je crois que boosting sur World of c'est Léo, Warcraft, non? sur Ouais. et ça, c'est une putain de réalité, mais ça, c'est un truc, pareil, ça fait partie du pattern global. Parce que c'était un peu underground, Internet, avant. C'était un Ouais, peu... Voilà. bah, mine de rien, ouais. Et la plupart des mecs qui ont commencé à faire des trucs, à se rendre compte déjà, à choper la fibre entrepreneuriale très jeune, il y a qu'un MMORPG qui peut t'apporter ça. Et aujourd'hui, je suis pas sûr que ça soit toujours possible, mais vraiment, on ne va pas re-rentrer dans le débat des MMO, des jeux vidéo, parce qu'on en a déjà pas mal parlé dans les podcasts, mais c'est vraiment, c'est incroyable tout ce que ça pouvait apporter, de positif comme de négatif d'ailleurs, parce qu'en fait, la réalité, c'est que c'est une espèce de petite une espèce de vie à part, quoi. Dans un jeu vidéo, avec tous les aspects néfastes de la vie, tous les gens que t'as pas envie de rencontrer, tous les gens qui vont t'enculer, tous les gens qui... T'as aussi tous les gentils, tous les machins, et en fait, t'as un espèce de microcosme où tu peux faire plein de petites expériences comme ça, et en fait, tu gagnes une expérience de fou sur plein de plans, et y compris dans le business, parce qu'en fait, dans le jeu, si t'es pauvre, c'est comme dans la vraie vie, tu t'es Tu fais éclaté, rien. tu fais rien. Et donc, moi, je pense honnêtement que ça a formé beaucoup de gens, et aujourd'hui, tu regardes... je pense notamment à Julien Gadano, je pense notamment à... Il y a Bertrand, je crois. Il y a Bertrand, exact. Il y a toi. Enfin, le nombre de personnes, Romain. Enfin, en fait, la plupart des éditeurs de notre génération, en tout cas. Donc déjà, pas celle de Franck, qui est beaucoup plus vieux, mais notre génération. Enfin, c'est faux, bien sûr. Mais dans notre génération, les années 90, c'est... Voilà. C'est souvent ça. Donc je pense que ça aide. Ouais, c'est vrai que ça aide. C'était à qui? C'était à toi, Arthur? Putain, ça va vite.
Moi, je préfère prévenir les gens. Je manque un peu d'inspiration pour ce podcast. J'ai demandé à ChatGPT. Tout ne va pas être parfait. J'aimais bien celle sur le RevShare, mais au final, je crois que c'était la mienne. Après, si tu veux, j'en pose. Hein. Vas-y. Comme ça, j'en sélectionne une pour la prochaine. Je serai prêt. Ok. Qu'est-ce que vous pensez des trucs de dopamine détox? Vu que c'est un énorme sujet, j'ai l'impression qu'il y a même Ouais. j'ai l'impression qu'il y a des bises qui montent un peu autour de ça. Je sais ce que va répondre Anto déjà. Ce qui est marrant, c'est que je pense qu'on Dopamine n'aura pas. détox, c'est quoi? C'est les petits cachets et trucs comme ça là? Non, dopamine détox, c'est genre arrêter de regarder. Tu sais, c'est en mode. Il y a dopamine détox, il y a même le truc là, Monk, Ah oui, Monk genre tu Mode, strikes j'ai pas vu en ce TikTok et moment. tous ces trucs? Ouais, bah tu fais en Ok. sorte de réduire complètement tes shoots de dopamine que tu peux avoir au quotidien, Ok. donc les réseaux sociaux, je sais pas, qu'importe les trucs, Mm. pour être plus focus sur tes bises, par exemple. Mm. Ou plus focus sur des objectifs de vie. Genre, tu as envie de te focus sur devenir super musclé, bah, tu fais de la dopamine détox pour t'améliorer sur la muscu parce que tu vas avoir un meilleur sommeil, meilleur truc, blablabla. Avant de répondre à cette question, est-ce que je peux juste poser une petite question qui rentre dans ta question? C'est quoi pour Vas-y. vous votre shoot de dopamine, genre la notification que vous attendez, le truc, le shoot de dopamine de votre journée qui est le plus insane? Moi, c'est les commissions, hein. Je veux dire, quand tu as une grosse commission, je sais pas, tu reçois un email où ça dit commission de 200 €, tu dis, oh, c'est cool. Ok. C'est quoi Moi, il y toi, a ça. Antoine? Moi j'ai un peu honte, hein. Mais je pense que vous savez là. Vas-y, annonce-le. Ah, c'est Non, les petits streams casino, mon pote. t'es pas accro à ce point, quand Ah même. ouais, c'est zinzin, Ah toi. ouais. Je pensais pas que t'allais répondre un truc comme Ah, je ça. pensais pas non plus, en vrai. C'est C'est vrai. complètement fou. Ouais. C'est vraiment tous les jours et tout? Ah ouais, moi j'adore ça. Genre, t'attends la fin de la journée pour pouvoir aller Non, checker j'attends sur pas ton la fin de la journée, mais je suis content, ouais, j'aime bien. Ok. Genre, en Thaïlande, je m'en battais les couilles, je l'ai pas regardé. Mais ouais, j'aime bien, c'est un truc que j'aime bien. Ouais. Je pense que c'est comme Ouais, un mec qui joue aux jeux vidéo et tout. Ouais, là, t'es rentré le soir, t'as remis des ah ouais, petits une bonne c'est petite heure, Kawa que tranquille. t'aimes Hein. bien, toi. Ouais, je la regarde tous, en vrai, je m'en bats les couilles, celui qui est connecté. Hein. Ok. Ok. Alors que t'es non-joueur. Absolument pas, ouais. C'est ça qui est beau. Absolument pas. Tant mieux, hein, d'ailleurs. Ouais, c'est clairement. Honnêtement, quand tu vois l'addiction aux jeux d'argent, vaut mieux pas que tu joues, je pense. Ouais. Et moi, Arthur, c'est c'est quoi, toi? les. Moi, tu sais, j'ai plugué toutes mes. Bah, un peu pareil que toi, hein. Tous mes gains, tous les trucs qui tombent, les ventes sur Lucide, les ventes de formation et tout, ça tombe tout sur mon téléphone. Genre, j'ai un truc Make qui me fait une notif sur le téléphone. Et c'est démoniaque, hein. C'est Mais vraiment ça, le truc que je je pense. l'attends toute la journée. Ça tombe. Enfin, tu sais, en plus, le pire, c'est que des fois, ça tombe. Tu sais, il y a rien, il y a pas de réaction, juste dans ta tête, t'es content, tu vois, et en fait, c'est vraiment le shoot de dopamine passif, et Mais ça, ça, je sais c'est pas si dangereux. c'est une bonne chose en vrai. Tu vois, typiquement, les Je pense pas, notifs, hein. comme tu fais, moi maintenant, là, je me suis un peu forcé justement à moins regarder mes dashboards. J'avais Moi, je tendance les à. regarde. Je regardais tous les jours, ou même enfin, plusieurs fois par jour. Là, je les regarde plus, genre même pendant une semaine, je m'en bats les couilles en fait. Ça change Ouais. rien au final. Enfin, moi, ça me change rien. Je sais que ça tourne, que je fasse 3 € de plus un jour ou 3 € de moins. Moi, il y en Tu a vois. pas mal où je les regarde, genre mes plus grosses affiches, je les regarde tous les jours, pas pour voir des chiffres, mais pour être sûr que tout fonctionne bien. Mm. Ça me saoulerait de me connecter et de voir pendant une semaine, je sais pas, il s'est passé un truc, le lien d'affiche a changé, ça m'est arrivé il y a pas si longtemps, je sais pas compris pourquoi, sur un dashboard, le lien d'affiche a changé et je m'en suis rendu compte vite. Et là, heureusement, mais sinon, je serais un peu déçu sinon. Ouais. Donc voilà, et on va pouvoir répondre à ta question. Désolé du coup pour cette Ouais, alors qu'est-ce petite que vous pensez question de la là que... dopamine détox? Je Bah, commence, Antoine? réseaux sociaux, notifications, je pense, ouais, c'est important. Enfin, Ouais. Ouais, moi je pense que c'est une très bonne chose. Je pense qu'en effet, là, moi, bon, je le répète, et je pense que progressivement, on va avoir un peu des discours de boomers, parce que nos parents avaient leur discours, où nous, un peu plus jeunes, on comprenait pas, et je pense que là, aujourd'hui, c'est en train de s'inverser, et en fait, ça me paraît tellement obvious, dans le cas notamment des jeunes générations. Alors, je sais que c'est pareil, j'ai pas trop l'occasion autour de moi de voir beaucoup d'enfants,
Mais là, en Thaïlande, j'ai vu des actions, mais c'est ignoble, hein, avec genre genre, je m'en souviens encore, ça m'a choqué. Genre une mère qui arrive avec son fils, elle se pose dans un resto, la mère prend son téléphone, le fils pose l'iPad, mais franchement, 4 ans, le gamin, même pas 3-4 ans. Et C'est pareil en France, hein. je te promets que pendant 1 heure et demie, il n'y a eu aucune interaction entre les deux. Mm. Genre, il n'y a pas eu un mot, il y a eu aucune interaction. Ils étaient là, full lobotomisés. Et je pense qu'aujourd'hui, au-delà du fait, notamment des gosses qui sont sur des écrans très tôt, etc., et ça a été prouvé d'ailleurs, c'est dramatique, les effets sur le cerveau des gamins. En plus de ça, il y a les enfants un peu plus âgés qui, là, aujourd'hui, avec le format short, mais leur cerveau est en compote. Et en fait, moi, ce que je vois, et je le vois notamment, je suis allé intervenir, et on a des amis, pour le coup, qui sont profs des écoles et tout, qui nous le disent. Aujourd'hui, en classe, même à l'époque, déjà, c'était compliqué de se concentrer. Enfin, mais là, aujourd'hui, en classe, c'est un drame, quoi. Genre, les gosses sont absolument incapables de se concentrer sur un truc plus de 2 minutes. Je l'ai vu aussi parce que moi, je suis allé donner Enfin, je suis allé faire jury dans mon ancienne école de commerce, et c'est pareil. Enfin, je le vois que il y a un truc qui... Enfin, je sais pas. Ça me paraît en tout cas différent. Et moi, je suis persuadé que c'est un drame. Et je vais aller encore plus loin. Dans mon propre cas, où à la base, moi, je le disais il y a 1 an, quand on a commencé les podcasts, moi, j'étais pas friand de shorts. En fait, je suis pas en train de le devenir. J'ai pas installé TikTok et tout. Mais je suis comme tout le monde. C'est-à-dire que l'algo m'a bien repéré. Sur YouTube, maintenant, tu es presque obligé de t'en bouffer. Tu peux prendre une petite application qui permet de couper les shorts sur desktop. Mais sur mobile, tu es obligé de te taper les shorts. Et c'est un enfer. Genre le matin, des fois, je prends mon téléphone, oh, j'ouvre YouTube, je sais même pas pourquoi j'ouvre YouTube, je me retrouve sur la page de shorts et c'est parti. Ouais, surtout que là, les shorts, ils les ont mis tout en haut. C'est plus. Moi, avant, j'avais Ouais, plusieurs blocs d'images longues, de vidéos longues, puis le bloc format short, puis ouais. encore des vidéos longues. Et là, c'est les shorts tout en haut, en tout cas, Donc sur moi. voilà, donc je pense, donc là on parle des shorts, que je pense pour moi c'est le gros problème en vrai. Enfin, c'est pas le seul du tout, mais c'est un des gros problèmes. Et pareil, les notifications, là, faut que je coupe tout en journée et tout. Faut que je me. En vrai, faudrait que je me casse de Discord complètement, de trucs. T'es toujours notifié quelque part, et mine de rien, c'est pareil, c'est shoot de dopamine. Hop, tu vas voir la notif. Dans 90% des cas, t'aurais pu attendre parce que c'est pas urgent du tout. Et voilà quoi. Ouais. Donc, Moi, il y je a pense. un truc que j'ai changé et sur lequel j'ai vu un vrai impact là récemment. Ça fait 1 mois ou 2 que je le fais maintenant, peut-être 2 mois. C'est que mon téléphone n'est plus dans ma chambre. Le soir, quand je vais me coucher, du coup, avant, j'avais tendance, si je me couche à 22h, je peux être à minuit et demi encore en train de regarder des trucs sur mon téléphone, non-stop pendant 2 heures. Ouais. Maintenant, bah, je me couche en moyenne vers 22h et du coup, je lis jusqu'à minuit, mais je m'endors tellement plus vite qu'avant. Et en fait, je me réveille aussi plus tôt maintenant, sans avoir la sensation de un peu de fatigue. Et avant, j'ai eu une grosse tendance à... Bah, je tournais dans mon lit pendant En gros, j'avais... même si je lisais de 22h à 22h30, après je prenais mon téléphone. Et quand je dis qu'à minuit et demi, j'étais encore sur le téléphone, parfois c'était 1 heure et demie et j'étais encore sur le téléphone. Et gros changement juste en mettant mon téléphone dans mon bureau. Le soir, Ok. vraiment, mais changement radical, quoi. Je pensais pas. C'est mon cousin qui m'en a parlé, qui m'a dit qu'il faisait ça. Alors que lui, il est pas du tout entrepreneur et tout, hein. Il est genre salarié, mais il a besoin de dormir pas mal et il a un gros rythme de vie, on va dire. Et du coup, il a fait ça. Et au début, je me suis dit, ouais, bof, c'est le genre de truc, pour moi, je l'ai classé un peu dans le même endroit que la douche froide et tout ça, en me disant, c'est pour... En fait, je pensais pas que ça avait un si gros impact que ça, de regarder le téléphone, surtout que je comprenais cette histoire de lumière bleue, mais j'avais des filtres anti-lumière bleue, des trucs comme ça. Et en fait, c'est juste le... Je regardais pas forcément de la merde en plus, hein, parce que quand je dis que je passe 2 heures sur mon téléphone, c'est je peux être... Enfin, moi, je peux être sur des forums de SEO, lire des articles, des trucs biz, écouter un podcast. Enfin, ça peut... Enfin, regarder une vidéo avec un truc biz, par exemple, ça pouvait être tout ça. Pour autant, là, j'ai complètement arrêté.
Et je m'en porte pas plus mal, quoi. C'est même plutôt bien et je pense, un meilleur sommeil et ça joue beaucoup, je trouve, le sommeil sur la façon d'être la journée, la productivité, les trucs comme ça. Pareil, ça, j'y croyais pas trop. J'ai toujours été plutôt productif, je pense, donc ça n'a pas changé radicalement de ce côté-là, mais en tout cas, je dors plus. Je pense que je dors au moins 1 heure de plus par nuit, ce qui est pas négligeable, à mon avis. Ah, attends, mais tu dors combien d'heures par nuit là? Bah, 9 heures en moyenne. Ok. Ok. Voilà. À qui le tour? Anto. C'est Anto. Alors, bah, pourquoi je peux plus ouvrir ma note? On est fichu. C'est pour ça On qu'il est faut fichu. les avoir sur les papiers, comme à l'époque. Quelles compétences vous n'avez pas aujourd'hui qui vous manquent au quotidien? Donc, bah, moi, des compétences de dev. Mais j'ai pas envie de les travailler, en fait. C'est un peu la problématique. Mais honnêtement, je pense que si je savais vraiment bien faire des bases de HTML, CSS, JS, euh, peut-être un peu PHP, je pense que tu peux t'en sortir dans tellement de trucs. Enfin, je pense vraiment que c'est une vraie, très, très, très bonne compétence à avoir, que je n'ai pas, et qui me bloque assez souvent. Donc j'ai la chance d'avoir des potes qui m'aident beaucoup sur ce genre de trucs. Mais voilà. Et je sais qu'avec ChatGPT, ça peut régler des problèmes, mais en fait, moi, la problématique que j'ai avec ChatGPT, c'est que parfois, je sais même pas quoi lui demander quand j'ai une problématique. Je sais même pas dans quel langage quoi lui demander ou qu'importe. Ouais, parce que c'est ce que j'allais dire. Parce que moi, je pense que j'allais répondre dev aussi. Et au risque de tendre un peu les devs qui nous écoutent, je pense honnêtement qu'en tout cas pour ce que nous, on aurait à faire avec le dev, ChatGPT, à mon avis, dans 2-3 ans, va répondre entièrement à nos besoins. Déjà moi, honnêtement, j'ai réussi à dev des trucs aujourd'hui alors que j'ai zéro compétence de dev, absolument zéro. J'ai réussi à dev des trucs que j'utilise au quotidien. Je pense que dans 2-3 ans, c'est plié. Et même si je trouve là justement on a un espèce on a une merde, comment dire? Je trouve que ChatGPT est moins performant aujourd'hui qu'il l'était il y a quelques semaines, notamment au niveau de Ada. C'est Clément qui a fait pas mal de tests. Là, c'est vraiment compliqué d'utiliser Ada, alors que c'était un outil qui, pour le coup, était très très pertinent, surtout sur la partie développement, traitement d'informations et tout. Là, aujourd'hui, il sort beaucoup plus Ada, de c'est merde. quoi? C'est le truc où tu mets les documents? C'est code interpréteur, ouais. C'est. Ok, ça s'est éclaté au sol maintenant. Ouais. Donc Ils ont changé quoi? Ben, on sait pas, mais c'est moins bien. Ok. Donc il y a ça, il y a le fait aussi que là ils ont sorti les GPT dont on n'a pas encore parlé d'ailleurs dans le podcast. Moi j'en ai pas encore parlé publiquement, mais en réalité je trouve ça franchement pas ouf non plus pour le moment. Donc ça fait partie des trucs et donc là je sais pas trop ce qui se passe, je sais pas s'ils ont volontairement mis le pied sur le frein pour éviter que ça aille trop vite, parce que la réalité c'est que là justement avec le Ada d'il y a quelques semaines, il y avait vraiment moyen de faire des trucs niveau code pour quelqu'un qui Ouais, sait moi développer, t'accélérer je lui ai de fou. demandé, ouais, moi je lui ai demandé des trucs et je lui ai demandé carrément de me faire le zip et il te donnait le zip, tu le mettais sur le serveur, c'était tout installé et tout, quoi. Ah non, c'était C'était monstrueux. hallucinant. Ouais. Et, Je comprends pas trop ce truc, parce que là tu dis, tu sais, pour qu'ils mettent le pied sur le frein et tout. J'ai vu des théories comme quoi, parce que Sam Altman qui s'est fait virer pendant 48 heures ou je sais pas quoi, enfin j'ai peu suivi et je m'en fous un peu, pour être honnête. Mais il y en a qui disent oui, c'est parce qu'en fait, ils voulaient aller trop vite avec l'IA et limite ça commençait à parler de Skynet, quoi, tu vois. J'ai un peu du mal à cerner ce genre de problématique. Mais genre, je vois pas en quoi, là, par exemple, s'il y avait des tools qui marchaient bien il y a quelques semaines, pourquoi en les défonçant. Je pense que c'est plus économique qu'autre chose, hein. Je pense Ah ouais, ok. que Ah ouais. Parce que ça, à la limite, je peux la ouais. comprendre, la problématique économique, au même Je titre que pense que ça coûte Google trop est cher, vraiment donc éclaté en ce moment. le truc tourne un peu moins bien et en soi c'est ok. Si tu lui, faut juste lui demander beaucoup plus
faut lui donner plus de contexte, et lui demander t'as plus d'aller-retour qu'avant. Mais t'arrives à faire des trucs, mais c'est beaucoup plus chiant à faire. Alors qu'il y a quelques semaines, c'était vraiment, tu lui donnais le truc et c'était monstrueux, quoi. Ouais. Après, tu as la théorie du complot de justement ça va trop vite par rapport si tu prends le côté des développeurs. Moi, je te le dis, là, je sors de mes 5 études, de mes 5 années d'études de dev. Alors évidemment, c'est loin d'être perdu et je dis pas que les devs vont être obsolètes demain, etc. Ça sera toujours une bonne chose de pouvoir comprendre le dev, enfin de pouvoir comprendre le code, etc. Il n'y a pas de problème. Par contre, je pense vraiment que là, on a vu, enfin, il faut se rappeler que l'IA, il y a, je sais pas, il y a un an ça et existait demi, pas, quoi. c'était pas là en fait. Là, Ouais, un an c'est après, sûr. on en est là. Je sais pas si vous avez vu, maintenant il y a des vidéos. Genre, tu peux générer des vidéos avec un nouveau truc sur Stable Diffusion. Tu peux générer à partir d'une photo des vidéos. Genre, tu as un arbre, tu fais des petites zones en mode, bah là, vas-y, fais-moi bouger les feuilles. Le truc fait bouger les feuilles. Enfin, c'est vraiment. On se C'est prend vrai que ça va toujours très vite. on se prend toujours des tartes en boucle tellement c'est incroyable. Bah, Et le truc musical qu'il nous a envoyé Nicolas ce ouais, matin. c'est ouf. Bah, au-delà de ça reste gentil, mais quand tu regardes, là, il y a eu un tube de Angèle avec je sais plus qui, genre le truc a fait des millions et des millions de vues. Le truc est tellement clutch que là, ils en ont fait un. Genre, ils l'ont fait vraiment sur scène, le truc. Ah ouais. Ouais, ouais, mais Ouais. non. Donc en fait, tout ça, ça va extrêmement vite quand on se dit qu'il y a un an, c'était pas là, et qu'aujourd'hui, on en est déjà là. Et quand Anto te dit, parce que Anto, même si techniquement, il est bien plus performant que nous, avec Franck, c'était pas non plus dev du tout, Anto. Absolument pas. Je Et suis toi, incapable de faire un truc tout seul. Je sais rien faire. ChatGPT ou Code Interpréteur, ça t'a vraiment débloqué un truc où là, toi, c'est pareil, t'as une quantité d'outils faits Ah ouais, maison, des trucs, heureusement. Ouais. Ouais, c'est ça a changé hallucinant. tout mon quotidien en un an. Voilà. Et je pense que ça, quand pour en fait tous les devs un peu claqués qui du coup tu sais, ont zéro passion, enfin, Regarde, je te eux, prends l'exemple. ils vont sauter quoi, Je travaillais sur une régie, il n'y a pas de post-bac. Tu sais que moi, je traque tout, les conversions et tout. Et ben avec ChatGPT, je me suis fait un truc en cron qui va sur la régie, qui récupère les montants toutes les heures et qui m'envoie les conversions sur mon tracker en auto, tu vois. Comme ça, comme si j'avais une conversion, mais elle est là, c'est une conversion personnalisée, boum, ça me l'envoie. Alors que ça, Tu vois. t'aurais jamais pu le faire tout seul. Bah, j'aurais dû le faire avec un Zeno, mais ça m'a obligé à avoir un serveur qui tourne, un machin, etc. Que là, c'est un petit script, c'est nickel. Je sais même et pas en quel langage il a fait, tu vois. t'as galéré pour faire ça? Bah, j'ai mis bien 2 heures, ouais, parce qu'il comprenait rien, tu vois. Alors Ouais, qu'avant, je pense qu'il serait plus rapide. Mais tu lui expliques 200 fois, tu lui dis, t'as fait une erreur là, ça marche pas, et tu y arrives au bout d'un moment. C'est ouais. c'est juste, faut être plus patient qu'il y a un mois, quoi. Mais c'est vrai que t'as raison, en fait, la problématique doit être juste économique. Parce Ouais, que je pense. ça doit tirer tellement fort sur leurs ressources tout le temps. En fait, c'est vrai que là, en plus, vu qu'ils ont rajouté les images, moi, par exemple, j'ai coupé mon truc mid-journée et je fais du Dali. Ah, Enfin, je fais... pourtant, alors parlons-en, tu trouves Non, que ah non, Dali c'est bien? ah non, non, pas du tout. Mid-journée est 100 fois mieux. Mais moi, pour Ouais. mon utilisation, qui est très rare, ça me suffit. Ça me saoulait d'avoir 2 abonnements, de payer 20 ou 30 balles chez Midjourney, alors que pour une image de temps en temps, c'était bien suffisant que je sois avec le truc de ChatGPT. Mm. Ok. C'est à qui, les amis? À C'est à toi. moi. Avec ta question La claquée. question, attention, elle arrive. Est-ce que pour vous, alors je vais la modifier un peu. Si vous avez 15 000 balles de pub à faire pour... on verra. Vous préférez mettre ce budget-là de 15K dans des influenceurs ou dans de la publicité traditionnelle? Et quand je dis traditionnelle, c'est de la publicité en ligne, Facebook, Google Ads et compagnie. Ultra dit. Tradi, ouais. Meilleur tracking, meilleur tout, je pense. Meilleur T'as vraiment... ciblage, pas de douille, t'es sûr d'avoir tes clics. Influenceur, je pense vraiment que c'était un Eldorado de, je sais pas, un peu cette vague dropshipping. Les early dropshipping qui ont profité des influenceurs, je pense que c'était vraiment fort. Et en fait, je pense honnêtement que maintenant, tout le monde est au courant que c'est que des placements de produits en boucle, en boucle, en boucle. Et à mon avis, l'impact est moindre, même si
comme il faut toujours tout nuancer, mais évidemment qu'il y a toujours moyen, je pense, de faire des très beaux chiffres, de faire des super opérations avec des influenceurs. Parce que j'en ai vu d'ailleurs récemment sur un truc de sport et je me suis dit putain, Smart, c'est bien fait et tout. Et c'est top. Mais je pense que c'est. Et après, en plus de ça, il y a influenceur et influenceur. Est-ce que c'est genre l'influenceuse de télé-réalité qui va mettre en avant un produit à la con, tu vois, ou est-ce que Mais c'est un je mec. sais pas pourquoi les gens d'emblée, quand on parle d'influence, ils pensent à ces tocards en fait. C'est Bah parce vraiment, que, c'est bah instantané. parce que à la base, c'était eux, on va dire, qui ont été un peu à la base du monde des influenceurs. Et ensuite, tu as tout ce qui est un peu venu se greffer. Mais pour moi, la base des influenceurs, c'est juste des gens qui n'avaient pas de thématique, qui étaient juste très connus et sur les réseaux et qui ont fait ça. Mais après, c'est ce que j'allais dire là, c'est par exemple, je préfère faire, j'ai 15 000 de budget sur un sujet très précis. Imaginons, je vends un nouveau kit d'haltère de génie qui est génial. Et ben, je préfère prendre un YouTuber muscu ultra thématisé pour qu'il présente mon nouveau kit d'halter ou qu'il en parle dans son truc ou qu'il fasse une séance par exemple avec ce kit d'halter et Hmm. qu'à la fin bah, on voit bien la marque et tout et dit ah bah ouais c'est le nouveau kit d'halter que j'ai reçu de Bidule quoi. Et là je pense que ça peut être vraiment bien. Complément alimentaire typiquement ça se fait beaucoup tout ça. Hmm. Mais par contre le nouveau kit d'halter présenté par un mec qui a fait les anges de la télé-réalité, là je pense que l'impact est tellement moindre. Euh, voilà, je trouve ça Et un peu. vous qui regardez YouTube, vous avez vu par exemple en ce moment l'énorme campagne de communication qui est en train de faire Emma ou pas? Moi, j'ai Et vu ma beaucoup matelas? chez. Ouais, Ouais, les matelas, ouais. Ouais, et je le vois partout. Ouais. ouais. Nassim Saïli, sur sa Lui chaîne de aussi? muscu. Ouais, il a fait Ouais, un c'est truc. ouf. Je crois, attends. Mais oui, il me semble. Parce qu'en gros, Ah sur une oui, vidéo où il il a parle des. offert un matelas même à un mec, non? À un Je de crois ses qu'il a offert stagiaires ou un je sais pas quoi. matelas à son stagiaire qui l'aide pour perdre du Ouais. poids. Et également, je crois qu'il en a parlé plusieurs fois parce que il parle très souvent. Moi, j'aime beaucoup ce mec et je regarde pas mal de ses podcasts, notamment ses podcasts plus orientés bise. Parce qu'en fait, lui, il est très intéressé par le bise hors Mhm. la muscu et il parle très souvent de l'impact du sommeil. Et du coup, je trouve que quand il l'amène dans ses vidéos, c'est bien amené parce qu'en fait, il explique en quoi le sommeil c'est important et boum, placement de produit pour Emma. Ce qui me choque pas plus que ça, mais en effet, ils font une très très grosse campagne en ce moment, eux. Et Mhm. beaucoup, ouais, dans le monde de la muscu, ils le font. Mais de partout en fait, parce que même sur les gros influenceurs mainstream, ils le font. Ah Là, ouais? Nassim, je vais complètement oublier qu'il le faisait. Et ils le font par exemple même sur des combattants MMA. Cédric Doumbé, par exemple, a été sponsorisé par Bah, MMA pour son dernier combat là. moi, je regarde Ok. que des trucs de rénovation et les mecs, pour refaire les chambres et tout, c'est que du MMA matelas. C'est là que Ah, j'ai vu. Ah c'est ouais. oufissime. Donc il y Voilà. a un truc, c'est monstrueux. Derrière, je pense le budget qu'ils doivent lâcher, ça me fait penser en fait en termes d'omniprésence. Ça me fait presque penser à du NordVPN, où là on en voit beaucoup moins, mais du Red Shadow Legends aussi, qui ont inondé Hmm. l'influence game pendant très longtemps. Ouais, donc Bah, alors, c'est. dans ce cas-là, fait comme ça, je pense que ça peut être intéressant aussi, Ouais, mais tant que attention les c'est bien budgets, hein. amené. Mais attention les budgets, ouais, c'est ça, hein, Ouais. Là, c'est pas 15K, hein. Ouais, bien sûr. Mais sinon, ouais, moi, avec 15K, si j'ai pas un YouTuber, par exemple, ultra targeté, je pense que tu peux avoir un bien meilleur retour sur investissement en faisant de la ads parfaitement targetée. Par contre, faut pas faire n'importe quoi, évidemment. Faut pas cramer ses budgets, mais si tu sais bien faire, Mm. il y a encore tellement de choses à faire, à mon avis, avec l'achat de traf en général. Bah, en taux, tu le sais, plus que nous, de Mm. toute façon. Ok, Franck. Euh, Pourquoi, pour vous, il y a un tabou de l'argent en France et un peu plus large, on va dire, en Europe, je pense, comparé à beaucoup d'autres pays? On est dans un système qui est pas. Qui pousse pas à entreprendre. Qui pose pas à entreprendre. En fait, Voilà, ça c'est. part de là. Donc là, pour moi, déjà, il y a un énorme problème de ce côté-là. Moi, je suis un forceur parce qu'à chaque Et fois, même hors entrepreneuriat, il y a la différence de même les gens qui veulent être très carriéristes et tout. C'est que après, au bout d'un moment, t'as tellement un delta entre ce que tu vas produire et le peu que tu vas gagner, tu vois, que ça vaut même pas le coup pour les gens de s'arracher le cul, quoi. Je trouve.
Après, moi, je pense qu'il y a ça et par contre, je pense qu'il y a une assez grosse dissonance parce que, aussi bien, il y a beaucoup de gens, je pense, qui n'ont pas sans parler de purement dire, les gens n'ont pas envie de travailler parce que ça, je pense, ça a pas beaucoup de sens, mais je pense que, par contre, il y a pas mal de gens qui ont pas envie de se donner ou de tenter de lancer quelque chose, par exemple, même un side business, en fait. Ouais, mais tu vois, je Heu, pense que c'est à cause de ça que ça crée de la frustration, le fait que ça soit très compliqué, slash, que si tu travailles plus, même en salarié, tu vas pas gagner spécialement plus, et ça rend les gens jaloux et bah, c'est ça. et méchants des gens qui, eux, gagnent de l'argent. Parce qu'ils se sentent un peu bloqués et avec pas de possibilité de faire des choses. Ouais, mais tu Voilà. vois, c'est ça, moi, je trouve qu'il y a un côté dissonant, c'est que à la fois, tu as les gens qui vont être jaloux du voisin qui a plus d'argent, tu vois? Je trouve qu'il y a toujours beaucoup le nombre de fois où j'ai vu, que ça soit dans ma famille ou qu'importe, «Ah bah machin, il a pu s'acheter telle voiture, hein». Tu sais, Oui, c'est avec sûr. le petit truc un peu en mode rageux. Mais à côté de ça, quand, moi, par exemple, je pourrais leur lâcher une punchline en leur disant: «Bah, au pire, lance un site, je t'explique comment faire et peut-être que toi aussi tu prendras 1 000 balles en plus tous les mois et tu pourras peut-être t'acheter la même voiture». Là, il y a pas cette volonté de travailler plus parce que l'argument souvent c'est: «Bah, j'ai pas le temps» ou «Ouais, mais je travaille déjà assez comme ça» et en fait, du coup, tu as la dissonance entre, heu, j'ai envie de gagner plus d'argent mais j'ai pas envie de faire ce qu'il faut pour gagner plus d'argent. Non, mais Donc je en pense fait, que c'est j'ai juste encore à être plus jaloux du profond, tu vois. voisin. Si tu Ouais, sans remontes, doute, bien sûr. genre à l'école, par exemple, Ouais. que t'aies 8 sur 20 ou que t'aies 18, au final, t'as le même résultat. Je pense que les gens, déjà, déjà même à l'école, ça les pousse pas à avoir des bonnes notes ou, tu vois, À d'exceller, part que entre tu te fais guillemets. défoncer par tes parents, quoi. Enfin, Ouais, moi, mais dans même mon cas, maintenant, ça se c'était trouve, ça, en ça tout existe. cas. Ouais, mais nouvelle génération, je sais même pas si c'est le cas, en fait. Ouais, je Tu pense vois? quand même, hein. Ouais, Ouais, je sais pas. C'était notre petit instant PMU, conversation PMU, mais bon, il en faut de temps en temps. C'est on refait le monde. Ça me fait penser à nos soirées où on discute de trucs comme ça pendant 2 heures. ouais, 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 Voilà, ouais. c'est la petite question un peu vilaine. Mais du coup, vous avez des tabous? Enfin, je veux dire, dans votre vie sociale de tous les jours, c'est quelque chose de tabou, par Ouais, Ouais, exemple, bah, c'est par quelque chose exemple, dont, bah, ce dont week-end, tu vous vois, je peux parlez pas. te. Bah, ce week-end, tu vois, discussion sur les investissements immobiliers, etc. Et le mec, il est anesthésiste, tu vois. Et je le connaissais pas plus que ça. Et je Ouais. savais pas, tu vois, si je pouvais aller sur le terrain de dire combien je gagne, je m'en bats les couilles. Et qui me conseille, tu vois. Mais je voulais pas que ça soit mal vu de son côté ou inversement, tu vois. Ou de lui demander combien lui il investit vs combien il gagne, tu vois. Donc, tu vois, ça m'a bloqué. Ah ouais, du coup, tu Je- l'as pas fait? Bah ouais, parce qu'en fait, je me suis dit, ça se trouve, il va pas kiffer, ça lui-même, ça va le bloquer, donc au final, j'ai rien fait. Tu vois. Mais ouais, c'est vrai que c'est omniprésent. Et toi, Franck, aussi, c'est un truc que tu vis au ouais. quotidien? Bah, moi, j'aimerais bah, tu vois, avec vous, par exemple, vous savez à peu près combien je gagne et tout. Enfin, vous êtes plutôt conscient de mes chiffres et tout ça. Avec mes potes proches du business, j'ai peu de soucis à parler de ça. Par contre, par exemple, avec, de la famille et tout, j'en parle pas parce que j'ai pas, je sais pas comment tout le monde peut réagir au truc. Tu sais, tu peux Ouais, tout moi, de c'est suite, pareil, en parce vrai. qu'en plus de ça, en France, tu gagnes, 4 000 €, tu es un sale riche, tu vois? Enfin, moi, en tout cas, dans ma famille, c'est ça, hein. C'est dans ma famille, il y a tellement peu de personnes qui gagnent vraiment de l'argent, qui ont toujours été salariés ou des trucs comme ça, qui ont toujours vécu assez modestement que, moi, le truc, tout à l'heure, quand je disais: «Machin, il est riche parce qu'il a pu acheter cette voiture» ou, «Ah ouais, lui, c'est vraiment un riche», et tout, à l'école, qu'importe, moi, ça, c'est une phrase que j'ai entendue 150 000 fois et sauf que la différence, c'est que moi, au lieu de me dire: «Ah ouais, c'est un riche et tout, salaud, quoi», et ben, moi, j'étais plus genre, «Putain, franchement, plus tard, j'aimerais bien être comme ça». Genre, j'aimerais bien j'aimerais bien être riche, ça a l'air cool, tu vois? Même quand j'avais des potes, à l'école, quand tu fais un anniversaire et que tu débarques dans une bête de maison et tout, je le voyais plus comme, une belle réussite. Enfin, quand j'étais petit, je me disais pas: «C'est une belle réussite», mais je me disais: «C'est cool». Genre c'est bien et un jour, j'espère que ça sera ça, pour moi et je sais pas si ça a été moteur ou pas du tout parce que, ado, j'avais pas forcément des très, très grosses, ambitions, ado et jeune adulte, on va dire.
J'avais pas des grosses ambitions, mais par contre, j'avais quand même l'ambition de gagner pas mal d'argent, quitte à faire des boulots ingrats et tout, parce que moi, c'était un peu ça. Ce que je m'étais dit que je ferais, c'est bosser à l'usine de nuit, parce que c'est ce qui te permet de gagner le plus d'argent là où j'étais, tu vois, à l'époque, et que j'avais pas d'idée de business ou de trucs comme ça. Et je me disais, si je fais ça, bah, moi aussi, je pourrais avoir une belle maison. J'avoue que les voitures, j'en ai un peu toujours rien eu à foutre, mais en tout cas, une belle maison, c'est cool. Moi, j'ai toujours voulu avoir un jardin, des trucs comme ça. Donc, c'était possible. Et après, ouais, aujourd'hui, dans ma famille, par exemple, je préfère pas en parler, ou je fais super gaffe, tu vois. Je l'ai déjà évoqué plusieurs fois, mais par contre, je sais assez bien cerner avec qui je peux en parler. Et je me suis déjà retrouvé à des mariages où je vais à aucun moment parler de business, aucun truc et tout, à des moments où, avec des mecs où je sens que ça peut vraiment fit, à se dire, ah, mais au fait, tu regardes machin sur YouTube? Ah ouais, bah ouais, moi aussi, je le regarde. Et du coup, à un mariage, par exemple, je me suis retrouvé à discuter investissement crypto et tout, avec un mec qui bossait pour une très très grosse boîte, mais qui était hors sujet business. Lui, il Mhm. était juste, c'était un ingénieur, quoi. Et en fait, il regardait sur YouTube, il regardait des Yomi, il regardait des Alec Henry, des mecs comme ça, sans lui être passé à l'action. Ça l'intéressait pas spécialement, mais juste, il aimait bien se nourrir, on va dire, de réussite et de trucs comme ça. Alors qu'il était salarié, et je pense qu'il sera salarié toute sa vie. Et ben, avec lui, j'ai un peu plus parlé chiffres, sans lui donner des chiffres précis, mais en lui donnant des fourchettes en tout cas, ou des trucs comme ça. Parce que je me dis pas qu'en repartant, il allait rager, qu'il allait me dénoncer, tu vois. Mhm. C'est vraiment le truc en France avec enfin, je crois que ceux qui bossent pour le fisc, ils le disent, hein, la plupart du temps, c'est parce que tu te fais dénoncer que tu te prends un contrôle. Et même si t'as rien à te reprocher, de prendre un contrôle, c'est casse-couille, quoi. C'est pour avoir connu pas mal de gens qui prennent des contrôles et qui sont full clean, bah c'est juste, Mhm. tu te prends un pic de stress, parce que en plus de ça, tu te dis toujours: «Mon comptable a fait les choses bien, j'ai vu un fiscaliste, tout est carré». Mais si vraiment on veut te trouver un truc, on te trouvera un truc. L'URSSAF, c'est pareil ou qu'importe, quoi. Donc c'est vraiment, et je trouve ça assez triste de devoir réfléchir comme ça. Après, je sais qu'on dit qu'aux US et tout, il y a pas ce côté, jalousie et que tout le monde show off un peu ses chiffres et tout. Je sais pas si c'est réellement le cas au final. À mon avis, il y a autant de jalousie et peut-être que juste, il y a moins cette culture de la dénonciation, je sais pas. Non, mais c'est pour le coup, il y a plus la culture de la méritocratie. C'est-à-dire que Oui, les ça par gens, contre, ils ouais. sont moins en mode ah bah oui, bah lui, il est riche, c'est un connard de riche. Je pense que l'ambiance est un peu différente là-bas à ce niveau-là. Il y a un peu plus de respect pour les gens qui, tu vois, pour les self-made, pour les gens qui se sont faits justement tout seuls. Ouais. Donc, ouais. Le droit à la paresse, tu vois? Ça, je trouve ça, mais ridicule. Quand j'ai entendu ça, je me suis vraiment dit: «Mais c'est quoi ce concept du droit à la paresse qui a été sorti tout le monde a le droit, à un moment de plus rien branler, c'est la société qui paye pour lui». Bah non, en fait. Si Mm. moi, demain, j'ai envie d'arrêter de bosser, je peux le faire parce que, j'ai mis assez de sous sur un compte pour me dire, «Pendant un an, je suis safe», tu vois? Et là, c'est un droit à la paresse autorisé. C'est moi-même qui vais m'auto-financer ma paresse, si on peut dire ça comme ça. Par contre, inversement, genre, je comprends pas enfin, je comprends pas le délire de vouloir que ça soit ton voisin qui paye pour toi, en fait. C'est ça, typiquement, moi, je suis très, Ouais, mais c'est tellement ancré. C'est comme les gens qui vont pas aller faire 3 heures de plus parce qu'ils vont pas avoir la CAF ou les choses comme ça. Le système est fait pour que tu sois feignant en France. ouais, ouais. Enfin, c'est. Ce qui est triste, hein, honnêtement. Même, Mm. même personnellement, je pense même pour, l'accomplissement personnel, je trouve ça un peu triste, et peut-être, enfin, c'est ouais, bon, voilà, c'était, la discussion un peu PMU, mais c'est vraiment, de moi, ça m'attriste au quotidien, en fait. Il Ouais, y a moi c'est pareil. vraiment il y a des moments où ça me Et trigger un pour, petit peu. je vous chie pas dessus et je m'auto-chie pas dessus, hein, mais je veux dire, on est loin d'être riche ou on gagne bien notre vie, mais tu vois, on n'est pas. Enfin, Ouais, c'est, mais aux c'est- yeux de la plupart des gens, je veux dire, tu vas voir ton voisin, enfin, peut-être pas ton voisin parce que tu le connais bien, mais tu vas voir un peu un random et tu dis: «Voilà, je gagne tant, est-ce que vous considérez que je suis riche?» Bah, oui, en fait. Tu vois? En fait, le truc, c'est ça, c'est que Mm. Moi, tu as pas ça me rend d'autant plus triste quand je voyage.
En vrai, dès que je voyage, j'ai le seum, au final. Enfin, j'apprécie le fait de voyager, genre, je passe un bon moment, mais là, les derniers voyages que j'ai faits, il n'y a pas un voyage où je me dis, putain, mais ça me casse les couilles de revenir dans cette ambiance constante, au-delà Négatif. même dans Mais cette négativité constante. Et surtout, ce qui me casse les couilles au plus haut point, c'est les gens qui essaient de s'auto-persuader à longueur de journée que oui, mais vous inquiétez pas, en France, enfin c'est chouette, oui, ok, tu payes un peu d'impôts, mais on a la santé, et tu sais, tous ces arguments de merde. En fait, dès que tu On vas, a des routes. quand tu, quand tu demandes aux gens, les gens qui vivent là-bas et tout réellement, comment ça se passe chez eux, tu te rends compte que à chaque fois, en tout cas, j'ai pas fait là, tous les en pays du monde, Thaïlande, quand tu discutes avec mais des gens putain, thaïlandais avec des enfants, enfin, pas des Thaïlandais, avec des expats en Thaïlande qui ont des enfants, qui sont dans le système éducatif, qui ont eu, par exemple, enfin, nous, on connaît un mec qui a sa femme qui a accouché aux Philippines. Il nous a expliqué comment c'était. Propre, hein, franchement. au niveau de la santé, honnêtement, Bah, enfin, de toute façon, je préfère me faire soigner en Thaïlande qu'en France. Hein. bah, de toute façon, tu vois les hôpitaux, les trucs publics en France, il n'y a rien qui a évolué depuis 20 ans. C'est les mêmes, c'est la même mairie, tout est vieux, tout à 30 ans, quoi. Il n'y a rien qui a bougé, Ouais. hein. Mais Tu vois les ça, centres commerciaux. on peut en parler pendant des heures. C'est juste le problème de ça, je pense que c'est une mécompréhension du système. Parce qu'en fait, quand on te dit la médecine est gratuite, c'est pas qu'elle est gratuite, c'est que quand tu regardes ta fiche de salaire, bah, tu vois combien tu cotises tous les ans, par exemple. En fait, tout ce qui est considéré comme gratuit, c'est parce que dans la tête des gens, c'est gratuit, mais il y a pas de gratuité. Oui, mais parce que Tu l'as payé. pour quelqu'un, et c'est pour ça qu'encore une fois, on a pas mal parlé du fait entreprendre versus le salariat et tout. Et c'est aussi le gros confort du salariat. Et franchement, encore une fois, c'est quelque chose que je comprends complètement, qu'on puisse faire ce choix-là d'être salarié, parce que même psychologiquement, putain, mais quel confort par rapport à l'entrepreneuriat. Et justement, la majorité de ces gens-là, je pense, ils s'en foutent de savoir que c'est dans leur fiche de salaire. Enfin, tu vois, Ils c'est ont le dans tous net, ils les s'en cas, battent les couilles, voilà. ouais, voilà, ils savent qu'il y a le brut, il y a le net, et voilà. Mhm. Mais Non, mais du coup, souvent, tu vois, parce que ça, moi, c'est des débats que j'ai eu 150 fois avec des personnes où j'essaie juste de leur faire comprendre comment ça fonctionne. Parce que ça m'énerve qu'on me dise, bah, en France, t'es trop bien parce que certes, tu payes beaucoup d'impôts, mais derrière, t'as tout qui est gratuit. En fait, non. Moi, dans mon cas, je paye beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pour la solidarité collective de gens Et qui même un revendiquent le droit à la salarié, paresse, typiquement. quand tu vois le patron ce qu'il verse VSK le salarié, Hmm. il peut y aller chez le médecin, le mec, hein. Oui, et non, puis en plus de ça, quand tu vas chez le médecin, tu payes encore des trucs, il faut payer ta Oui, mutuelle il à faut ta côté et mutuelle, tout. etc. Oui, c'est Et sûr. juste pour connaître beaucoup de gens qui sont expats dans plein de pays différents, en plus de ça, vraiment que ça soit en Europe, en Asie, en Amérique du Sud, tu as des tonnes d'assurances privées qui coûtent vraiment pas si cher et où ils ont un problème, genre ils se pètent le bras, ils vont à l'hôpital, tout est pris en charge, ils sont dans une chambre solo et tout ça. Après, encore une bah, fois, on peut même aller encore plus loin que ça. Hein. Pour moi, par exemple, qui suis diabétique, donc je suis dépendant de la médecine pour survivre, en fait, tout simplement. Si demain je m'expatrie, je vais devoir payer une assurance santé de 2200 euros par an, par exemple. 2200 euros par an, quand tu vois la qualité de vie que tu gagnes en t'expatriant, la tranquillité mentale que tu gagnes, enfin tous les avantages que tu as à le faire dans certains cas en tout cas, franchement, c'est anecdotique par rapport. Enfin, tu vois, y a rien de dramatique au fait de payer 2200 balles pour ton assurance santé à l'année, quoi. ah ouais. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, je paye bien plus cher ici que pour ma santé. Et pour être bien moins bien soigné aussi. C'est une réalité. Là, aujourd'hui, là, j'ai eu besoin de contacter mon endocrino hier. Pas de réponse, j'en aurais sans doute pas avant 3 jours, quoi. Si j'ai une urgence, un truc, bah, tant pis. C'est comme ça que ça Mhm. fonctionne. Ah ouais, ouais, c'est sûr. La Là, je tête vois. d'Anto. La tête d'Anto. Enfin, Mais bon, voilà, ça, c'est c'était. des grands débats qu'on a eu plein de fois. On connaît. Enfin, euh, qu'on a eu entre nous un nombre de fois incalculable. Je sais que là, ça va en trigger plus d'un, mais Ah, bah, c'est bon, sûr. voilà, Après, c'est comme ça, c'est pas hein. grave, hein, on n'est pas obligé de tous être d'accord. Oui, bien sûr. Ouais, évidemment.
Et puis la réalité, c'est qu'on est en France, c'est aussi un choix. Hein. Si on n'avait pas envie d'être là, on serait pas là non plus. On donc, serait pas là, c'est clair. Mais tu vois, pour revenir au débat que j'ai eu avec le mec qui est anesthésiste, qui gagne bien sa vie et tout, et il disait que lui, il vit un peu grâce aux cotisations des gens, tu vois. Le système en France est fait comme ça, tu vois, enfin la carte vitale, etc. Et il disait que même lui, ça commence à le faire chier de vivre ici, parce que même avec tout ce qu'il paye et tout, il a plus la sécurité et le service qu'il avait avant. Tu vois, même des gens comme ça commencent, je trouve, à s'en rendre compte et tout. Ouais. Donc, Ouais. Bon, bah écoutez, super finir cette le fin de PMU. podcast. C'est pour finir sur une note positive. N'hésitez maintenant, on fait bien, le tier bien 16 liker. Bah écoutez, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous êtes toujours là, n'hésitez On va se pas à prendre un laisser écart, allez, c'est parti. un petit pouce bleu, un abonnement, les petites 5 étoiles sur Spotify ou les plateformes d'écoute. Et on se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut. Ciao, Salut. ciao.